On passe tout de suite à notre second débat, vous le savez, dans Sens Public. On passe régulièrement au crible les propositions des candidats ou des candidates avec cette question, idée neuve ou idée courte? Et aujourd'hui, c'est donc une proposition signée Valérie Pécresse que l'on analyse. La candidate du parti LR, les Républicains, propose de modifier la Constitution pour y inscrire des quotas migratoires. Flora Sauvage. Si elle est élue présidente de la République, Valérie Pécresse veut mettre en place des quotas migratoires. La candidate veut faire voter une loi constitutionnelle pour fixer des quotas par pays qui seraient fixés chaque année par le Parlement. J'ai dit stopper l'immigration incontrôlée, j'ai dit système de quotas. Quotas migratoires, on choisit qui on accueille. Pourquoi? Mais parce que c'est plus efficace et c'est plus courageux. Mais la marge de manœuvre pour instaurer ces quotas est limitée. En matière de droit d'asile, aucun quota ne peut s'appliquer puisque ce droit est garanti par la Constitution. Quant au regroupement familial que Valérie Pécresse aimerait restreindre, il est protégé par le principe du droit à mener une vie familiale normale. Reste donc l'immigration économique. En réalité, la seule immigration qui peut réellement être visée, c'est l'immigration qu'on dit économique, c'est-à-dire une immigration qui est une immigration qui déjà est en grande partie une immigration qualifiée, parce qu'évidemment, il y a une immigration illégale qui ensuite fait l'objet d'une régularisation, mais par définition, celle-là, donc les gens sont déjà sur le territoire, elle ne peut pas réellement faire l'objet d'une régulation via des quotas. Concrètement, pour mettre en place ces quotas migratoires, il est nécessaire de réformer la Constitution. Le projet de loi doit être voté à l'identique par les deux chambres. Ensuite, le chef de l'État pourra soit organiser un référendum, soit faire voter la révision constitutionnelle par le Congrès. Les quotas migratoires, idées neuves ou idées courtes, c'est le thème de notre débat. J'accueille Florence Portelli, bonsoir, bienvenue. Vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France, porte-parole de Valérie Pécresse. Tania Rachaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, docteur en droit européen, assesseur à la Cour nationale du droit d'asile. Et puis vous êtes membre du collectif Les Surligneurs qui analyse justement les promesses des candidats sous l'angle de leur faisabilité juridique. Vous êtes, les Surligneurs, partenaires de Public Sénat dans cette campagne présidentielle. Jad Zahab, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes essayiste, auteur de Retrouver la République. C'est aux éditions du Cherche Midi et merci de m'avoir dédicacé votre livre à l'instant. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est évidemment restée à mes côtés. Alors, idée neuve ou idée courte, on ne l'a pas choisi simplement pour cette promesse ou cette proposition de Valérie Pécresse. On passe au crible régulièrement les propositions des candidats. Et donc, je fais régulièrement un premier tour de table, une réponse assez courte à la question du débat, et puis ensuite on aura le temps de détailler. Idée neuve ou idée courte, Florence Portelli, vous allez me dire bonne idée, forcément. J'allais vous dire ni l'un ni l'autre. C'est pas tout à fait une idée neuve, elle était déjà dans le programme de François Fillon, Nicolas Sarkozy l'avait évoqué, ça existe aussi ailleurs, dans d'autres pays. Et idée courte, non, parce que c'est pas si simple que ça à mettre en place. Ça pose des questions au niveau du droit, et notamment au niveau du droit constitutionnel, du choix de réforme de la Constitution, donc ça on en parlera sûrement. Oui, bien sûr. À votre avis, de juriste, idée neuve ou idée courte? Alors, j'aurais tendance aussi à dire ni l'un ni l'autre, parce qu'effectivement, il y a des aspects qui pourraient éventuellement être mis en place et ça pourrait être assez compliqué, mais clairement, c'est une idée qui revient régulièrement et surtout, quel est l'objectif derrière cette idée parce que si c'est stopper les flux migratoires, il y a déjà des rapports qui datent de 2008 qui ont déjà mentionné que ça n'était pas forcément efficace. Bon, pour moi, c'est une idée courte parce que c'est, à mon avis, l'illustration de ce que la droite républicaine n'a pas travaillé depuis une dizaine d'années et qu'on nous ressort les mêmes recettes depuis un certain nombre de mois. Alors, c'est peut-être la conséquence de cette campagne interne très à droite. Vous avez dit un mot, donc je réserve mon analyse pour la suite. Mais voilà, il me semble que la droite peut mieux faire et que c'est une idée très courte. Bon, Laetitia Krupa. Oui, courte également, puisque dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, on a vu que quand on annonçait comme ça des quotas, ça faisait paradoxalement venir davantage de personnes, de migrants. Donc ça, c'est quand même, c'est établi. C'est établi, ce sont des faits sociologiques. Donc quand on voit ça, on se dit... Il n'y a pas que les États-Unis qui font des quotas, le Canada en fait. Voilà, c'est de la même façon, au Canada, ça a fait aussi... il y a eu un afflux de migrants. Non, c'est faux. Les chercheurs sont tombés d'accord sur le Canada et les États-Unis. Tombés d'accord sur le Canada, ça c'est pas vrai. Bon, on va rentrer dans le détail. Tania Rachaud, peut-être dans quel cas, est-ce qu'aujourd'hui, je ne parle pas forcément de la réforme et ce qui pourra se mettre en place, mais
Dans quel cas aujourd'hui c'est juridiquement possible ou impossible d'ailleurs de fixer des quotas d'immigration? Il y a des cas dans lesquels c'est clairement impossible. On peut les rappeler. Oui, tout à fait, parce que dans la catégorie d'étrangers ou même d'immigrés, en fait, il y a plusieurs réalités derrière. Et alors ça, c'est évoqué dans le projet de Valérie Pécresse. Évidemment, tout ce qui est demandeurs d'asile, réfugiés ne peuvent pas être soumis à des quotas. Et la question des immigrés, eh bien, c'est à la fois les immigrés économiques, la question des immigrés titre vie familiale ou regroupement familial. Donc le regroupement familial aujourd'hui ne peut pas être concerné par non, il ne peut pas être concerné malgré une réforme constitutionnelle éventuelle. C'est impossible parce qu'il y a un encadrement européen sur la question et constitutionnel aussi. Au niveau du droit. Alors pourquoi ça vous semble possible sur la question du regroupement familial au niveau du droit? Bon, en fait, pourquoi déjà une réforme constitutionnelle? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement et c'est vrai qu'il y a des jurisprudences du Conseil constitutionnel qui n'autorisent pas cela. Donc à partir de là, réforme constitutionnelle. Pourquoi d'ailleurs aller plutôt vers l'article 89 de la Constitution et pas l'article 11? Alors il faut détailler parce que tout le monde ne sait pas quel est l'article 89 ou l'article 11. Je crois que c'est Xavier Bertrand qui proposait l'article 11. Ça définit un champ assez strict de sujets que vous pouvez soumettre à référendum. Quand c'est l'article 89, ça veut dire que vous soumettez votre projet de loi constitutionnelle au Parlement, qui doit voter dans les mêmes termes sur les deux chambres. Et après, vous choisissez le vote final pour faire simple. Soit c'est le Congrès qui se réunit, qui vote à la majorité des 2/3, soit c'est un référendum. Les 3/5, pardon. Les 3/5, pardon, oui. Non, les 2/3, c'est avant. Et donc les 3/5. Et après, donc sinon, c'est un référendum. Valérie Pécresse irait plutôt d'ailleurs vers un référendum parce que ça lui donnera encore plus de puissance peut-être à tout cela. D'ailleurs, il n'y a pas que sur l'immigration qu'elle veut faire ce projet de loi constitutionnelle, c'est aussi sur la sécurité, liée à des jurisprudences successives du Conseil constitutionnel. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, en effet, c'est par rapport à la suprématie de la Constitution ou la suprématie des traités. Bon. Et là, très clairement, alors déjà, le Conseil constitutionnel ne peut pas être saisi sur un projet de loi constitutionnel. Il ne va pas juger de la constitutionnalité de la Constitution, pour faire simple. Oui. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut dire, ah bah oui, mais attention, au nom du principe du contrôle de conventionnalité, est-ce que c'est conforme au droit européen, au droit international, etc. Nous, on part aussi du principe qui existe aujourd'hui, depuis la jurisprudence de 2006, mais plus renforcé depuis le 15 octobre 2021, le principe d'identité constitutionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, le Conseil constitutionnel, et d'ailleurs sur des sujets qui sont quand même liés à ces sujets de la migration, puisque c'était sur les transports d'étrangers, la décision du 15 octobre 2021. C'est sur la délégation à des entités privées, des tâches de police. Mais il a commencé à définir un peu plus le principe de 2006, c'est-à-dire il y a des sujets qui reflètent l'identité constitutionnelle de la France et qui ne sauraient être assujettis, en gros, au droit européen. Et alors effectivement, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une vraie stratégie constitutionnelle dans ce projet, puisque l'idée, c'est d'inscrire à l'article 2 de la Constitution la possibilité d'émettre des quotas, de limiter. Vous avez dit, je pense que la droite, en tous les cas, Madame Pécresse, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pas en tous les cas être méprisant, elle a bien travaillé le sujet. Non, mais il ne s'agissait pas... Donc l'idée, c'est article 2 de la Constitution, le drapeau français est tricolore, l'hymne, etc. Et donc, il y a des quotas d'immigration qui arriveraient à la fin. Et on rajouterait ça. Pourquoi on le fait? Pour l'identité constitutionnelle de la France. Bon, ok, alors on a compris, on a bouclé. Jad Zahab. Mais moi, je ne disais pas ça pour être désobligeant, c'est un constat. J'ai 27 ans, ça fait au moins 15 ans que la droite nous dit on va faire des quotas. En 2007, Nicolas Sarkozy le disait déjà aussi. Mais en effet, c'est bien de rappeler, on ne peut pas limiter ce qu'on appelle l'immigration de droit, l'asile et le regroupement familial, sauf, mais peut-être que vous allez nous l'annoncer sur Public Sénat ce soir, si Valérie Pécresse dit qu'elle va retirer la France de la Convention européenne des droits de l'homme. Auquel cas, ça irait jusqu'au fond du raisonnement. Il y a ce qu'on appelle l'immigration de faveur, c'est-à-dire les étudiants qui viennent, c'est-à-dire l'immigration économique. Là, on peut effectivement mettre des quotas. Mais moi, ce qui me semble intéressant, au-delà de la mise en œuvre, c'est la question du fond. Quel est le fond politique et idéologique qui conduit cette droite que je qualifie aujourd'hui de droite dure, de droite... moi, je pense que c'est la ligne d'Éric Ciotti, en réalité, qui a gagné dans cette élection interne. Il y a quelques sous-textes. Il y a l'idée, premièrement, que l'immigration coûterait plus cher à la France que ce qu'elle ne rapporte. Il y a une étude du mois d'octobre 2020 de l'OCDE qui démontre qu'à quelques centaines de milliers d'euros près, ça n'est pas vrai. N'oublions pas non plus, c'est un autre sujet, et que Valérie Pécresse, elle veut limiter l'AME, l'aide médicale d'État. Rappelons qu'Éric Ciotti voulait tout simplement la supprimer. L'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros sur un budget de l'État qui en fait 300 milliards, c'est-à-dire 0,3% du budget. Donc il y a bien l'idée pour moi... Ce sont des mesures symboliques. Ce sont des mesures... Des marqueurs politiques. Ce sont des mesures populistes. Parce que le discours, le sous-texte de cette mesure, c'est 1, l'immigration coûte cher, et 2, nous serions submergés. C'est le discours. Alors, je reconnais à Valérie Pécresse
Pécresse, le fait qu'elle ne le dit pas et qu'elle ne l'exprime pas de la même manière qu'Éric Ciotti. Mais le fond, le sous-texte, pour moi, c'est celui-ci. Et je ne crois pas que nous résoudrons la question de l'intégration, la question de la politique migratoire. Le président Macron a fait une conférence de presse tout à l'heure. C'est les accords de Dublin qu'il faut revoir. C'est la migration à l'échelle européenne. Donc moi, je pense que c'est une mesure marqueur politique parce que Valérie Pécresse, elle doit rattraper des électeurs de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et donc, on peut le faire, mais c'est très limité. Votre réponse, Florence Portelli. Bon, alors déjà, juste un dernier point sur le regroupement familial. Oui. La Cour européenne des droits de l'homme, parce que quand on censé violer la Convention européenne des droits de l'homme, on se retrouve éventuellement, si on est poursuivi, enfin, Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle quand même qu'il y a énormément de jurisprudence défavorable à la France, parce qu'on s'arrête au stade de la première instance. Les Français, depuis des années, interjettent rarement appel. Quand vous allez en appel, c'est un peu différent. Et que font certains pays pour asseoir leur position, qui est quand même un marqueur politique, ils envoient systématiquement leur ministre de la Justice. C'est comme ça que les Italiens, d'ailleurs, ils ont eu gain de cause sur l'histoire des crucifixes dans les écoles, comme ça aussi que les Suisses ont eu gain de cause sur plein de choses. Donc vous savez, c'est un peu plus compliqué et complexe que ça. Maintenant, j'arrête le débat. Donc on ne va pas suffisamment au bout des procédures européennes, bien compris. Mais voilà, donc moi je pense qu'on peut aussi revenir sur le regroupement familial. Après, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, et je trouve ça un peu condescendant, elle a annoncé ça depuis 2018. C'est un sujet sur lequel elle travaille, et ce n'est pas qu'une histoire de coût. Moi, je suis maire de banlieue. Je suis maire à Taverny, dans le Val d'Oise. Lundi, j'avais un conseil des droits et devoirs des familles que j'ai instauré. Je vous assure que ce n'est pas qu'un problème, c'est aussi un problème d'intégration. C'est un problème sans stigmatiser les uns et les autres, d'avoir déjà le temps d'intégrer ceux que j'ai sur mon territoire et de ne pas pouvoir dont certains sont nés ici. Donc ces gens-là ne sont pas des étrangers, ce sont des Français. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, le projet de loi de Valérie Pécresse, en effet, il serait très court si ça ne s'arrêtait qu'au quota. Il est très long, il y a plusieurs articles. Il y a aussi d'ailleurs l'assimilation de la langue française. Il y a le fait vraiment c'est déjà dans le droit aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, il suffit d'aller. Pour avoir un titre de séjour, il faut démontrer l'apprentissage du français. Oui, mais si vous ne connaissez pas le français, si vous ne le parlez pas bien, vous pouvez quand même être naturalisé. Dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, on n'est pas assez exigeant. On est beaucoup plus exigeant, par exemple, en Allemagne. Donc non, il y a ce problème-là, le problème aussi de l'appartenance à une nation, aux valeurs républicaines, à la laïcité, et le projet de loi aussi part de tout ça. Après, moi, je trouverais ça personnellement réducteur, et je ne serais peut-être pas sa porte-parole, si, par exemple, elle ne parlait pas aussi d'éducation. Et Valérie Pécresse, elle parle d'éducation. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas une droite rabougrie, parce qu'elle parle de ces sujets-là, parce que c'est important, parce que c'est le bazar dans nos banlieues, et qu'on n'en peut plus, et qu'il y a des problèmes d'intégration. Et à côté de cela, je suis désolée, elle parle aussi de social, avec l'augmentation des salaires. Elle parle d'éducation par rapport justement à ses valeurs communes et au civisme. Elle parle de beaucoup de sujets, et je pense qu'il ne faut pas la réduire, même si je suis très fière de cela. Par rapport au regroupement familial, est-ce que les aides sociales pourraient être une variable d'ajustement? Parce qu'il me semble qu'elle a évoqué le fait de... Des prestations sociales non contributives et qu'il faille attendre 5 ans. Mais vous savez, aujourd'hui... Pour des gens qui potentiellement vont travailler en France. Attendez, aujourd'hui, je vous rappelle quand même un détail, le RSA, c'est aussi assujetti à 5 ans de résidence sur le territoire. Ça n'a jamais fait hurler personne. On n'a jamais dit que c'était du fascisme. Qu'est-ce qu'elle propose alors pour le regroupement familial? Parce qu'on ne peut pas mettre de quotas sur... je viens d'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, je pense on est d'accord, mais est-ce que... comment elle va justement ajuster avec les aides sociales? Concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne comprends pas votre question. La position de Valérie pour limiter le regroupement familial. Très simple. Limiter le regroupement familial, c'est aussi avec l'instauration de quotas. Bon. On l'a dit, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué pourquoi, à mon avis, on pouvait même aller devant la Cour européenne des droits de l'homme avec ça. Oui, en poussant les procédures jusqu'au bout. Bon, alors, excusez-moi, c'est un vrai sujet. Oui, mais on vous a entendu sur ce thème. De mal se défendre auprès des cours. Je ne dis pas le contraire, je rappelle que c'était votre argument. Je propose qu'on reprenne un extrait de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, parce que finalement, le premier thème dont il a parlé dans cette conférence de presse, c'était justement l'immigration et la question de l'espace Schengen, des flux migratoires. Je vous propose d'entendre un extrait de cette conférence de presse sur la redéfinition des règles de Schengen. Nous initierons, sous cette présidence, une réforme de l'espace Schengen autour de 2 priorités. La première, ce sera la mise en place d'un pilotage politique de Schengen, comme nous l'avons fait pour la zone euro. Nous avons mis en place une organisation politique de celle-ci avec des réunions régulières au niveau des ministres des Finances. Nous souhaitons installer une organisation et un pilotage politique de cet espace Schengen à travers des réunions régulières des ministres en charge de ces questions. Deuxièmement, nous souhaitons porter la création d'un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Voilà pour la déclaration du président de la République. Ce qui est intéressant, Laetitia Krupa, c'est que dans ce mandat
dans ce quinquennat d'Emmanuel Macron. La question des quotas migratoires, elle avait déjà été évoquée. À l'époque, c'était Édouard Philippe qui était le Premier ministre. Oui, c'est Édouard Philippe, mais c'était Emmanuel Macron qui l'avait évoqué, qui avait lancé le sujet, rappelez-vous, dans sa lettre aux Français. C'était à la sortie de la crise avec les Gilets jaunes et à la veille de lancer son grand débat national. Et donc, c'était censé baliser, si vous voulez, cette grande consultation qu'il a lancée avec les Français. Rappelez-vous, Thomas, il y avait les cahiers de doléances dans les mairies où chacun pouvait aller répondre aux questions du président, parce que c'était pas non plus la grande foire aux questions. Il avait posé des questions très précises, Emmanuel Macron, dont celle-ci. Et alors, il ne dit pas quota dans sa question, puisqu'il dit en matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions fixer des objectifs annuels définis par le Parlement? En gros, des quotas migratoires, mais il ne l'avait pas dit de cette façon-là. Il avait laissé son Premier ministre, Édouard Philippe, ensuite faire la synthèse en novembre à l'issue d'un séminaire sur l'immigration. Écoutez. Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil. Fixer des objectifs quantitatifs ou des quotas, les deux termes me vont, en matière d'immigration professionnelle. Mettre le paquet sur l'intégration par le travail. Bon, et effectivement, le gouvernement avait mis sur la table qu'à partir de 2020, il y aurait des quotas d'immigration, l'immigration économique qui seront débattus chaque année par le Parlement. Un an plus tard, les résultats ne sont pas concluants du tout. Et Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il refusait de revoir la Constitution à ce sujet. Donc, c'est un peu statu quo du côté quand même d'Emmanuel Macron par rapport à la volonté politique et ensuite aux résultats. Oui, parce qu'entre-temps, je pense qu'il y a eu la crise sanitaire et que ça a mis un peu sous cloche ce type de réforme. Est-ce que c'est aussi pour ça, Florence Portelli, que vous y allez, où il y a des convictions, je ne doute pas des convictions de Valérie Pécresse, mais voilà, est-ce que c'est aussi en vous disant c'est un non-dit ou c'est une réforme avortée du quinquennat Macron et donc voilà, on se démarque. Je ne compte plus les réformes avortées, hein. Donc, je cherche encore des réformes non avortées. Donc, si vous voulez, nous, on part du principe qu'il faut réformer le pays, pas que sur l'immigration. Heureusement qu'on ne parle pas que de ça. Et on considère, certains trouveront à tort, mais que ça a été un quinquennat avec extrêmement peu de réformes. Donc, moi, je ne suis pas étonnée du tout par sa prise de position. Il y a eu des volte-face sur tous les sujets, des retraites, le nucléaire. Là, ça va être l'immigration. Ça se trouve, dans 2 mois, il va nous annoncer des quotas. Donc, ouais. On l'a évoqué tout à l'heure. On a évoqué tout à l'heure que c'est vous qui nous l'avez dit qu'en 2008, la question avait déjà été posée. Il y avait une commission, la commission Mazo. Le démographe Hervé Lebras participait à cette commission. Il était sur ce plateau il y a quelques semaines. C'était le 14 octobre. Et voilà ce qu'il disait finalement des résultats de la commission sur les quotas migratoires. J'ai participé à la demande de Sarkozy il y a 10 ans à une commission, la commission Mazo, qui est une commission. Sarkozy avait demandé l'établissement de quotas. Le rapport de cette commission est disponible à la documentation française. Il y a 250 pages. On a procédé à un grand nombre. Et on a la conclusion qui est. On peut dire que Pierre Mazo n'était pas un homme de gauche. La conclusion de Pierre Mazo et de l'ensemble du groupe, qui était plutôt, je dirais, penchant à droite, a été que c'était impossible au vu des auditions. C'est impossible de définir des besoins et surtout des besoins géographiques. Mais vous relisez ce rapport. Je trouve un peu dommage que, au fond, le monde politique ait une telle capacité d'oubli. Et c'était l'ami Mathieu Croissando qui présentait l'émission. La preuve que quand il me remplace, je fais de bonnes émissions. Bref, juste pour faire la boutade. Je redeviens sérieux parce que la critique, elle est rude quand même dans les propos d'Hervé Lebras. Il dit grosso modo à quoi ça sert de recommencer. Ah, mais il dit que c'est impossible juridiquement, même dans le rapport, on voit que c'est inefficace. Ce serait inefficace, il dit, pour lutter contre l'immigration irrégulière, ce qui est un peu l'objectif, j'imagine, inefficace pour maîtriser les flux. Parce que, en fait, si on regarde les chiffres, les flux, c'est l'asile et l'immigration familiale, contre laquelle il n'est pas possible de mettre des quotas. Alors que des titres de séjour sur des questions économiques, en 2019, par exemple, il y en avait 40 000 qui étaient délivrés. Par rapport à des titres familiaux, c'est 80 000, ou la demande d'asile, c'est 80 000 aussi. Donc, finalement, c'est le plus petit nombre, 40 000 titres de séjour délivrés qui pourraient être strictement concernés. Donc c'est que sur ces 40 000 titres par an qu'on pourrait agir concrètement, juridiquement, par des quotas.
Jad Zahab, sur cette même question, le fait de ressortir des tiroirs une réforme qui a été, à l'époque de Nicolas Sarkozy, jugée inapplicable. Mais je n'ai pas envie de me répéter, mais si en 2008 la droite le disait, elle ne l'a pas fait, ça montre bien que depuis elle n'a pas évolué et que c'est la facilité. On s'attaque à la... Vous nous proposez une réforme un peu différente. Non mais nous on a 12 articles, hein. Moi je veux bien, on peut passer la nuit sur les quotas, mais il y aurait que les quotas, je reste un peu... Oui, mais c'est le thème du débat. Oui, c'est voilà, moi je réagis sur le débat. C'est le thème du débat. Je me permets juste de vous dire qu'en effet ce serait un peu court. C'est juste vous dire, c'est une addition de propositions, c'est un ensemble. Sinon, c'est vrai que c'est un peu court. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la limitation d'immigration. Non, mais qu'est-ce que vous changez par rapport à ce qui avait été étudié en 2008 pour que ça devienne possible ? Autres articles. Ah non, mais là, je le dis quand même très clairement. Moi, je suis désolée, ça a été étudié avec des spécialistes, avec des professeurs de droit constitutionnel, avec Patrick Stefanini, qui a priori, quand même, il connaît un certain rayon. Nous, on pense sincèrement que c'est possible. Et aussi parce qu'il y a une évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette question de l'identité constitutionnelle, qui est récente dans la jurisprudence du Conseil, elle n'est pas, je vous assure, Thomas Hugues, beaucoup de juristes le disent, elle n'est pas anodine. Elle est importante. Alors, je demande à Alexandre Poussard de nous rejoindre pour voir ce qui se fait à l'étranger. Vous avez commencé à évoquer les États-Unis, le Canada. Rebonsoir, Alexandre. Effectivement, il y a une liste d'autres pays qui ont déjà mis en place des quotas migratoires. Oui, plusieurs pays qui ont mis en place des quotas donc, de migrants économiques. C'est un peu les États-Unis qui ont inventé ce système des quotas dès 1920 pour recruter des travailleurs qu'ils ne trouvaient pas sur le sol américain. Et en 1990, les États-Unis lancent le permis temporaire de travail, le permis H1B, qui est donné à des travailleurs étrangers très qualifiés avec un quota de 85 000 visas par an. Et s'il y a trop de demandes par rapport au quota, il y a un tirage au sort des candidats qui est effectué. Notez qu'aux États-Unis, il y a également un quota de réfugiés pouvant être accueillis chaque année. Et ce quota, il a été rehaussé par Joe Biden à 62 500 réfugiés par an. Alors maintenant, on va regarder le système canadien. Ce qui se passe au Canada, en 2020, il y avait un quota de 341 000 nouveaux résidents permanents pouvant être accueillis. Donc le Canada, c'est un pays très ouvert à l'immigration économique. Et c'est un système un peu particulier car c'est un système à points qui a d'ailleurs inspiré Éric Ciotti dans ses propositions pendant la campagne des Républicains. Alors un système à points, donc pour être accueilli au Canada, il faut acquérir un certain nombre de points en fonction de 6 critères, les compétences linguistiques, le niveau d'études, l'expérience professionnelle, avoir une offre d'emploi, l'âge ou encore la capacité d'intégration, c'est-à-dire si on a déjà vécu au Canada ou si on a un proche qui vit dans ce pays. Et alors, en Europe, quels sont les pays qui ont mis en place les quotas ? Eh bien, si on prend les données de 2019, il y a une petite dizaine de pays européens qui ont des quotas de migrants économiques. Alors, des migrants économiques venant de l'extérieur de l'Union européenne, bien sûr. Donc, c'est le cas dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Autriche, la Bulgarie ou encore l'Estonie. Et les critères sont différents selon les pays européens pour définir ces quotas. Par exemple, en Slovénie, c'est le besoin de chaque secteur économique qui permet de calculer le quota. En Autriche, ce quota il est calculé en fonction de la population active. Et puis en Estonie, le calcul est fait en fonction du nombre de résidents permanents qui sont déjà arrivés sur le territoire national. Merci Alexandre pour toutes ces informations. Jad Zahab, si on parle vraiment uniquement d'immigration économique, là, est-ce que ça peut être finalement un système cohérent si je prends la logique canadienne d'une sorte de quota, de système à points? Oui, bien sûr, toute chose égale par ailleurs, chaque État étant souverain, il a le droit de choisir sur la question de l'immigration légale, de travail, des étudiants, les personnes qui viennent sur son sol. Moi, je crois que c'est une mesure qui est utilisée comme une mesure d'affichage politique parce que le sous-texte de la droite aujourd'hui, c'est pas celui-ci. C'est l'idée d'aller vers le Rassemblement national et vers Éric Zemmour, c'est l'idée de dire que l'immigration coûterait plus cher à la France qu'à ce qu'elle ne rapporte. Or, si vous lisez le rapport de l'OCDE d'octobre 2021, il démontre que, premièrement, ces personnes qui viennent travailler ici, souvent elles occupent les emplois non qualifiés qu'une partie des Françaises et des Français ne souhaitent pas, pour des raisons plus ou moins légitimes, mais ne souhaitent pas occuper. Et puis ensuite, l'idée que la France serait submergée. Sans doute pas Valérie Pécresse, mais le sous-texte du discours d'Éric Ciotti, qui parle même d'ailleurs du grand remplacement, mais c'est assez équivoque. Donc, du point de vue politique, pourquoi pas ? La France a le droit de choisir qui vient ou pas. Mais il me semble que les motivations idéologiques ne sont pas celles-ci, et c'est ça que je dénonce à titre personnel. Vous allez répondre, mais on écoute Éric Ciotti d'abord sur ce thème. Nous sommes à un carrefour de l'histoire où nous reprenons le cours de notre destin en faisant tomber les tabous du politiquement correct. Moi, je n'ai pas peur des mots. S'il faut parler de grand remplacement, je parle de remplacement. Florence Portelli, est-ce que Valérie Pécresse... Non, on ne parle pas de remplacement. Non ? Non.
Oui, enfin, elle a dit non, mais. Oui. Donc, c'était toute la. Oui, mais je veux bien vraiment que tout le monde. Non, c'est factuel. Non, c'est factuel. Elle a dit non, je ne veux pas reprendre ce terme, grand remplacement, comme Michel Barnier, comme Xavier Bertrand, mais Valérie Pécresse a dit mais c'est vrai qu'il y a des réalités. Oui, mais il faut dire non, oui, pas non, mais. Attendez. Alors déjà, Florence Portelli, on vous laisse le temps d'une réponse construite. Excusez-moi. Vous n'avez pas à dire ce qu'elle doit dire ou pas. Je suis désolée, chacun sa place. Moi, je ne sais pas ce qu'elle doit dire ou pas. Quand elle précise ça, c'est qu'elle est présidente de la région Île-de-France aujourd'hui. On a des zones où il n'y a pas du grand remplacement, mais en tous les cas où la République est absente, où même certains types de modes de vie occidentaux sont absents, et même ce qui pose des questions. Il faudrait préciser ce que vous appelez modes de vie occidentaux, madame, parce que là, vous reprenez plus ou moins les mots. La liberté des femmes, non, pas du tout. Moi, je suis une femme, et j'ai une fille. La liberté des filles et des femmes de s'habiller comme elles veulent et d'avoir un travail. Je suis désolée, quand à Sevran, vous allez dans un café où ce qui est interdit aux femmes, ça pose des questions. Donc ça, ce sont les fameuses zones dans lesquelles Valérie Pécresse voudrait créer une loi différente, puisqu'elle dit, vous savez, pour les peines, elle dit c'est ça ou pas? Non, j'essaie de comprendre. Déjà, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Vous êtes en train de partir sur autre chose. Non, j'essaie de comprendre. Et je trouve ça très caricatural. Le raisonnement. Je pense que la caricature, c'est pas un raisonnement, si vous me permettez. Après, sur le fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas que les quotas, sur l'immigration, il y a des choses qui coûtent cher. Je prends un exemple, encore une fois, local, de concret. Le Val d'Oise. On a aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance, donc les départements, ils sont passés de quelques millions d'euros par an à 20 millions d'euros par an pour gérer la question des mineurs dits isolés, qui viennent en fait avec des filières mafieuses. C'est un sujet sur lequel on s'attaque dans un des articles, justement, l'article 9 de la loi constitutionnelle de Valérie Pécresse, de son projet de loi constitutionnelle, parce que ça coûte rien qu'au département du Val d'Oise 20 millions d'euros. Et donc, quelle solution vous proposez ? C'est pas toutes les solutions, mais dans les solutions, il y a par exemple le fait que obligé à faire un test osseux, et que quand vous faites un test osseux, contrairement à la loi Hollande, aujourd'hui, quand un mineur isolé refuse de faire un test osseux, il est présumé mineur. C'est incroyable quand même. Donc aujourd'hui, on veut qu'il fasse un test osseux pour qu'il soit présumé, s'il le refuse, qu'il soit présumé non mineur. Quand vous avez un type qui arrive avec une barbe de 3 pieds de long, blanche, etc., et qu'on vous dit qu'il a 15 ans... scientifiquement, ça n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, le défenseur des droits, la commission la défenseur des droits, c'est celle qui nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'interdire le burkini sur les îles de loisirs. Donc la défenseur des droits, elle est très orientée. C'est quand même une autorité administrative. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a aussi rendu des avis sur les tests osseux. Les tests osseux peuvent être probants, c'est pas vrai. Et dans ce cas, sinon vous faites comment? Alors, ils ne sont pas toujours probants. Ils ne sont pas toujours probants, mais dans certains cas, ils sont extrêmement probants. Et en tous les cas, à partir d'une présomption de minorité, quand un mineur, enfin un soi-disant mineur, refuse le test, c'est quand même incroyable. Donc nous, on part sur la présomption contraire. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Quand on dit l'immigration mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une démarche au contraire de dire justement parce que c'est vrai que quand on a 17 ans et demi, c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Et aujourd'hui, le mouvement, il est plutôt de dire, prenons en compte la jeune majorité, justement, pour éviter pour ces 6 mois d'écart, de mettre quelqu'un complètement à la rue et de laisser, alors que... Il n'y a pas que 6 mois d'écart, c'est pas que des cas de 6 mois d'écart. Nous, on nous a raconté à la police, à la PAF de Menton, des gens qui avaient plus de 30 ans, et on nous expliquait que c'était à cause de cette présomption de minorité, que c'était des mineurs. Enfin bon, et quand ils passaient par d'autres pays, dans d'autres pays, ils étaient majeurs. C'est plus possible. Et quand je vous dis que ça coûte quand même 20 millions au département du Val d'Oise, c'est qu'à la place, ils ne s'occupent pas des enfants qui sont en situation d'enfance en danger, qui sont d'ailleurs des sujets au départ pour lesquels l'ASE doit travailler. Donc c'est quand même des vrais sujets, même sociaux. Mais l'idée d'ailleurs, c'est de mettre tout ça dans la Constitution, parce que même les quotas, en réalité, ils pourraient être votés sans les placer dans la Constitution. La question de l'AME, à cause de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Sinon, vous allez me dire, la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui était assez orientée. Après, on peut en penser ce qu'on veut pour avoir un grand débat droit constitutionnel et jurisprudence constitutionnelle. En tous les cas, vous savez que c'est un vrai frein et qu'aujourd'hui, ça s'oppose énormément à la volonté du législateur qui n'est plus très souverain. Donc c'est pour ça qu'on veut faire une proposition de loi constitutionnelle. Mais si je peux me permettre, j'espère que vous ne me le prendrez pas mal, mais vous avez dit tout à l'heure que la défenseur des droits n'était pas indépendante. Vous venez de dire que le Conseil constitutionnel avait des décisions orientées. Vous avez dit tout à l'heure que le législateur n'était plus souverain. Est-ce que vous n'êtes pas en train de répéter la parole qu'on entend en Hongrie, la parole qu'on entend en Pologne sur l'idée de dire que les... Non mais je viens de vous citer ce que vous venez de dire en 10 minutes.
Moi, qui suis en face, qui suis un observateur, qui ne suis pas encarté politiquement, quand je vous écoute, j'entends un populisme judiciaire. On est en train aujourd'hui de faire croire aux Français que c'est à cause de l'Union européenne qu'ils ne peuvent plus, qu'ils n'ont plus la maîtrise de leurs frontières. Vous venez de dire que la défenseur des droits était orientée, que le Conseil constitutionnel était orienté. N'avez-vous pas l'impression que c'est un peu facile d'expliquer aux Français que c'est à cause de l'état de droit, qu'aujourd'hui les politiques sont tenues? Moi, je fais partie d'une génération qui a grandi, à qui on a appris que l'état de droit c'était bien. Je fais un simplisme. Aujourd'hui, il y a une partie de la droite, Guillaume Pelletier notamment, qui était vice-président de votre famille, Éric Ciotti. Il y a une partie de la droite française, je ne sais pas si Valérie Pécresse a succombé à cette idéologie-là, qui considère que l'état de droit n'est plus la solution, mais le problème. Et quand je vous entends, je le regrette parce que la droite de Jacques Chirac n'est pas la droite qui critique l'état de droit. Allez, on va laisser Florence Portelli répondre. Je vous pose une question. Non, mais c'est pas une question, c'est un anathème, c'est une insulte. Bon, c'est insignifiant du coup. Quand je parlais de la défenseur des droits, c'est un exemple très précis de problème d'intégration. Il y a d'autres maires, d'ailleurs, même de gauche, qui critiquent le problème du burkini. Là, on a le problème dans les îles de loisirs de femmes qui se baignent en burkini, ce qui pose des problèmes de sécurité. Même ce qu'on a expliqué aux défenseurs des droits, si elles font un malaise, on a même les secours et mettent des difficultés pour leur faire le massage cardiaque. Et en plus des problèmes, en plus d'ordre public. La défenseur des droits a critiqué très vivement Valérie Pécresse et l'a même attaquée. J'ai le droit de remettre en cause sa décision et de me poser des questions, vu son parcours politique, sur sa neutralité. Je suis désolée, c'est pas pour sur autant la personne que de la je défenseur remets des droits, pas. bien sûr. Mais oui, et mais c'est toute une institution. Il y a des constitutionnalistes, il y a des juristes aux défenseurs des droits. C'est pas Madame Hédon toute seule qui décide. J'ai le droit de penser. Bien sûr, vous avez le droit de penser. Que c'est assez orienté. Je suis désolée. Mais c'est pas pour autant que je remets en cause l'état de droit. Alors justement. Quand même. Oui, mais la critique, elle est nourrie dans ce que vient de dire. Mais ma réponse est nourrie aussi. Sur la critique de l'état de droit, au-delà de l'exemple du burkini, est-ce qu'effectivement, parce que c'est une question de positionnement politique de la part de Valérie Pécresse, qui est quand même confrontée à un Éric Ciotti qui est puissant, à une tentation de l'union des droites. Enfin, c'est un vrai. 60%. Oui, mais faites pas comme si Éric Ciotti pesait pas sur la toute nouvelle campagne de Valérie Pécresse. Non, mais attendez, elle a fait 60%. On n'est pas dans le cas des Verts, 51-49. Ben oui, parce qu'au premier tour, il y a eu 25 plus 25 plus 25. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ce qui ne veut pas dire qu'Éric Ciotti n'a pas aussi toute sa place. Mais pour moi, celle qui a une ligne, c'est Valérie Pécresse. C'est pas une petite fille avec laquelle tout le monde a été condescendant, qui à chaque fois se fait dicter sa politique parce qu'elle ne penserait pas toute seule. Elle est magistrate de formation. Elle connaît bien ses sujets. Elle respecte l'état de droit. Moi, je ne vous permets pas de dire ça. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je dis, n'y a-t-il pas un discours, n'y a-t-il pas un sous-texte? Non, mais pardon. Quand vous dites que le Conseil constitutionnel rend des décisions orientées, vous êtes en train de dire que la plus haute juridiction constitutionnelle. Et c'est vrai que ça pose une question sur la souveraineté. Le Conseil constitutionnel peut revirer en termes de jurisprudence. Je parle sous votre contrôle. Par contre, quand vous dites que le Conseil constitutionnel rendrait des décisions politiques, et donc elle serait orientée, c'est quand même la plus haute autorité. Vous avez dit orientée. Non, bien sûr. Bien sûr. Bon, Laetitia Krupa, vous vouliez intervenir. Moi, j'ai toujours aussi cette perplexité quand je regarde le hiatus entre les mots, la volonté politique et les actes, notamment, là, c'était vraiment très récent quand le gouvernement actuel a essayé de jouer sur les visas pour les ressortissants des pays qui refusent ensuite de reprendre les immigrés illégaux. Vous voyez, on en est où? Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'annonce où on dit attention, on va menacer le Maroc, parce que c'est quand même les pays du Maghreb qui sont les concernés au premier chef. Et finalement... Je peux dire où ça en est. Alors, allez-y, oui. Parce que c'est une question que je me suis moi-même posée sincèrement, en sincérité, parce que c'est quand même trop bête quand je viens chez vous, dans des émissions très documentées, le laisser-passer consulaire contre les visas, parce qu'en fait, pour les téléspectateurs, le problème, c'est que quand on doit expulser quelqu'un en situation irrégulière, il faut qu'il puisse passer par le consulat du pays d'origine, et donc il a un laissez-passer consulaire. Et le pays d'origine peut refuser de reprendre son ressortissant. L'État, maintenant, dit à la veille des présidentielles, si c'est ça, pas de visa. Pas de visa pour vos ressortissants. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. Valérie Pécresse, elle dit carrément, pas de visa. C'est à 100%. Eux, ils disent 20 à 30%. Alors aujourd'hui, ils ont eu apparemment, je crois, un accord de la Tunisie et ils n'ont pas eu, pour les laissez-passer consulaires, ils n'ont pas eu celui de l'Algérie et du Maroc. Et c'est pour ça que la mesure de rétorsion, ça a été, je crois, 20 à 30% des visas refusés, mais pas la totalité. Il y a une dimension intéressante, il nous reste 4-5 minutes dans ce débat. Tania Rachaud, c'est ce qu'on appelle l'étude d'impact d'une loi. C'est obligatoire, je crois, en France depuis une dizaine d'années, 2009, j'ai dit ça de mémoire. Je reviens à notre, même si j'ai bien compris que ça s'insérait à une politique d'immigration globale, mais à la question des quotas migratoires.
l'impact de cette loi, est-ce qu'on peut l'évaluer? Combien il faudrait d'agents, je ne sais pas, pour que ce soit efficace, qu'on puisse vraiment le mettre en œuvre, quoi. Effectivement, c'est une autre question de cette dimension d'évaluation. Comment elle est possible chaque année de venir déterminer effectivement ces quotas? C'est un autre aspect très concret, très pragmatique finalement, mais qui est nécessaire d'anticiper puisque les quotas seraient certes encadrés par la Constitution, mais s'exprimeraient ensuite annuellement par la loi. Et je vous pose la question parce que moi j'ai trouvé que dans les débats, Valérie Pécresse était certainement celle qui qui était la plus précise sur le financement de ces mesures, etc. Donc là, en l'occurrence, est-ce que vous avez évalué ce que ça suppose en termes de puissance publique pour faire respecter ces quotas d'immigration? Combien d'agents supplémentaires pour que ça fonctionne? Vous voyez ce que je veux dire? Pas pour ça d'ailleurs, elle a aussi toute une réforme du droit d'asile, alors non pas pour lutter contre le droit d'asile, j'ai dit entre guillemets légal, c'est pour tous les déboutés du droit d'asile qui ne partent pas. Et on en retrouve aussi dans le banlieue. Moi je suis désolée, pour moi c'est un problème social. Quand vous avez des gens qui depuis 30 ans vivent dans des cages à poules, moi je n'appelle pas ça le progrès. Donc pour tout cela, en effet, il faut du monde. Et en même temps, on a un mammouth, parfois même territorial, qui fait que il faut voir l'état du budget de la France, de notre dette, etc. Donc elle part du principe qu'il faut supprimer des postes d'agents ou de fonctionnaires, c'est plus compliqué que ça, dans des millefeuilles, là où on a rajouté alors que ce n'était pas utile. Quand on dit supprimer, attention, c'est pas jeter des gens dehors, c'est attendre aussi les départs à la retraite, négocier le départ, etc. Et en même temps, comme dirait l'autre, mais là concrètement, c'est remettre plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique, dans ce type d'administration ou chez les magistrats, parce que là ça concerne aussi les magistrats de l'ordre administratif, au sein de la police. Et puis elle l'avait aussi proposé d'ailleurs pour les soignants pour aller au bout de ce qu'elle avait dit. Mais c'est vrai que chez d'autres candidats, on n'est pas allé sur comment on récupère de l'argent concrètement. Je vous propose d'écouter un dernier extrait de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, parce qu'on est vraiment au cœur de notre débat, puisqu'il évoque les flux migratoires et la politique de nos voisins britanniques qui ne sont plus dans l'Union, mais avec lesquels il faut bien s'entendre. Parce qu'il n'y a pas de filière légale d'instruction du droit d'asile fait par les Britanniques. Parce qu'il y a toujours un système qui existe depuis les années 80, opaque, où le modèle économique britannique repose sur le travail illégal d'étrangers. Si ces situations ne sont pas réglées par les Britanniques de bonne foi, nous aurons toujours ces situations à nos frontières, où la France a la bonne volonté de tenir ce point de passage. La réponse, elle est dans la coopération britannique. Comme on dirait chez vous. Vous êtes de chez nous maintenant, oserais-je le dire. Be my guest. Que les Britanniques se réengagent de bonne foi sur ce sujet. Dernière chose, c'est intéressant parce que quand on parle de politique migratoire, il ne faut jamais oublier la dimension européenne, la dimension de Schengen. Bien sûr, Schengen, c'est la création d'un espace où on peut librement circuler, où toutes les personnes circulent librement, donc sans frontières. Mais Schengen s'est accompagné dès le début de mesures compensatoires, c'est-à-dire de renforcement à toutes les frontières extérieures. Et donc, c'est l'agence Frontex, c'est la lutte contre la criminalité aux frontières. Et donc effectivement, c'est un point de vue intéressant. Alors, sur le Royaume-Uni, ça a toujours été particulier puisque le Royaume-Uni n'a jamais été dans Schengen, donc sa sortie de l'Union européenne ne change pas grand-chose sur le terrain. Et ce sont des accords spécifiques franco-britanniques qui déplacent en fait la frontière britannique en France, avec évidemment des contreparties pour nous quand même, mais qui posent des vraies difficultés. Ouais. Est-ce que, Florence Portelli, il ne faut pas aussi beaucoup d'humilité sur une thématique comme celle-là? Parce qu'on parle de Calais, par exemple, ça fait combien? 2-3 décennies que finalement on ne règle pas la question. Il y a l'humilité, puis il n'y a pas que ça. Il y a aussi pourquoi il y a des gens qui viennent sincèrement pour profiter entre guillemets du système, mais vous avez aussi des gens qui viennent tout simplement parce que ce qu'ils vivent dans leur pays, c'est hyper compliqué. Alors c'est pas forcément des pays en guerre, mais avec le réchauffement climatique, déjà vous allez avoir une migration. Là, ce qu'on connaît actuellement, c'est rien par rapport à ce qu'on risque de connaître. Et il ne suffit pas de dire on redevient souverain chez nous, ce qui pour moi, je suis désolée, est important. Il va falloir aussi avoir une action forte sur l'aide au développement.